Bienvenue tout le monde. Donc on va essayer effectivement de discuter un petit peu avec mes amis écrivains, d'abord de leur œuvre, parce que c'est pour ça qu'ils sont ici, et puis de cette thématique donc de liberté d'expression, de laïcité et des droits humains. Et donc merci à l'association de nous accueillir. Merci aux écrivains d'être là, et je les présente. Et donc, bon, je vais commencer par la droite ou par la gauche. Je suis un homme de gauche. Donc je commence par Loïc Barrière. Alors Loïc Barrière, non, tu n'es pas d'extrême gauche quand même. Toi aussi, je sais que tu portes des idées de gauche, il ne faut pas te cacher. Hein. Bon, il est journaliste à Radio Orient, mais il est aussi écrivain. Il est publié par Le Seuil, et donc son dernier roman s'appelle Le cœur des enfants khmer, qu'il va signer tout à l'heure. Donc on va avoir une discussion d'une petite heure, et puis les écrivains vont aller signer leurs livres qui sont juste à côté. Et donc après mon ami Loïc, c'est mon ami donc Claire Barré, qui vient de publier aux éditions Robert Laffont un excellent roman, donc Baudelaire, Le diable et moi. Voilà, elle va le signer tout de suite après notre petite discussion. Et donc j'accueille aussi avec bonheur Anne-Véronique Herter, qui a publié aux éditions Michelin un roman que je vous conseille vivement qui s'appelle Zou. Voilà. Et donc, puis c'est Farid à droite. Bon, je n'aime pas beaucoup la droite, mais on est obligé de la supporter quand même. Bon, et je m'excuse pour les militants de droite. Alors, Farid est enseignant à l'université Paris 8. Il a publié récemment un livre sur le code switching kabyle. Voilà. Et puis donc, juste à côté de lui, c'est mon ami Noufel Bouzbouja, qui nous arrive du Danemark. Bon, c'est pas très très loin. Et mon ami Noufel Bouzbouja écrit en anglais, en français et en langue kabyle. Voilà. Après, c'est mon ami qui nous vient du Pérou. Alors lui, il vient de publier un roman qui fait beaucoup de bruit, qui est beaucoup à découvrir. Oui, c'est une excellente histoire du Pérou, du pays d'où il vient. Puis donc, c'est mon ami Mokhlouf Bouaïch. Mokhlouf Bouaïch est un militant des causes justes depuis de longues années. Il est aussi écrivain en plusieurs langues, en langue kabyle et en langue française. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est aussi mon amie Béatrice Sougrati Aoun, qui est poétesse et qui veut aussi nous lire un poème. Est-ce que tu peux nous le lire tout de suite? Eh bien, on commence par de la poésie. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais vous lire un poème qui s'intitule La Goélette. Je précise que je suis réunionnaise et donc française, mais la précision est importante puisqu'elle porte sur la Réunion. Donc la Goélette. Accostée au risque et péril de se briser, la Goélette a esquivé récifs et sable à Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre puis au port. Elle a essuyé tempêtes, cyclones, lames de fond pour aborder Bourbon, île de la Réunion. Transportés maîtres, esclaves, engagés, réfugiés, français, chinois, indiens, malgaches et africains, la Goélette a ballotté hommes, femmes, denrées, des contrées lointaines fortuitement rassemblées, déposées sans présager de leur devenir. S'entretuer, s'aimer, semer ou cohabiter, la Goélette a épié, nous avons tout fait. L'envie était grande de maudire l'obscurité, nous avons préféré allumer la bougie, construisant nos cases et villas de jours en nuit. Longtemps, le silence s'est imposé face aux salves du volcan, cratères sans critères éruptés, douces et rougeoyantes coulées de lave, soyeux bruissements du vent dans les cannes luisantes, vagues inlassables, constantes, caresser l'orée de l'île, envoûter les âmes en procession, sans concession. Cascade saillie de la montagne bleue, bavardage du martin répétant les mots amusés des enfants, l'a dit, l'a fait, histoire fagotée de bribes galvaudées d'ici et d'autres ailleurs, accordant sans cesse une importance supérieure aux ailleurs. La Goélette a guetté de notables êtres,
Hubert de Lille, dévoilant les grandes artères, Roland Garros, la relayant dans son blériot, Ziska Khan, capturant les rythmes et la lumière, Huguette Bello, sans trémolo, dame première. Prier, adorer, idolâtrer, remercier, la goélette a vu la mosquée se poster face au temple chinois, saluer la synagogue et les églises chrétiennes, sourire au temple hindou, n'ayant nullement douté que cela durerait. Défier les lois de l'intolérance en silence, la goélette a assisté à la naissance d'un monde possible, paisible, sans crise, sans pesanteur, mesurant, protégeant son fragile trésor, qu'aucun ne sabrera de tribord à bâbord. Assimilée, intégrée, sans légiférer, la goélette a vu l'implicite devise « liberté, égalité et fraternité » s'immiscer dans les premiers pas des insulaires, dont, j'espère, la sagesse saura ne jamais s'aborder. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce poème qui nous fait tant voyager. Makhlouf, est-ce que tu peux dire un mot un peu sur ce que tu écris, hein? Tu es aussi poète et je vois que tu as un recueil de poésie devant toi, le tien. Et tu peux nous dire un mot sur tes écritures en général, si tu veux. Oui, c'est Fiaoul, bonjour à tous. Ce que j'écris, c'est surtout ma révolte. Et puis j'écris aussi sur la femme. Quand je parle de ma révolte, ça tient un peu de tout, hein, mon identité, la liberté d'expression, toute milite, quoi. Et puis il y a la femme aussi, la femme est toujours présente. Si vous voulez, je peux vous lire un petit poème sur la femme. Encore un poème, pourquoi pas? D'accord. Vas-y. Donc c'est une femme qui parle, hein, c'est pas moi. Hein. Je me mets dans sa peau et je parle, c'est tout. Donc, amère. Amer est le soleil qui réchauffe ma peau. Amer est le ciel qui me nargue de haut. Amer. Amer est ce sable qui crie sous mes pieds. Amer, ce convenable qui rôde à mes côtés. Amer. Amer est la brise qui caresse mon visage. Amer, cette mine grise qui scrute mon corsage. Amer. Amer ce corsage qui me pose crie l'innocence. Amère est cette plage vide de tout silence. Amère est le silence qui me brûle les lèvres. Amère cette insolence qui toute ma vie me sèvre. Amère. Amère est ma terre que je porte infamante, ma tare que je porte infamante. Amare est ma terre à mon égard intolérante. Amère est ma vie oublie de chimère. Amère reste ma vie, ce simple cimetière. Amère, 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 amère. Alors, je ramasse à regret ma serviette usée, et d'un pas craintif, le cœur plaintif, d'une allure titubante, jouant la nonchalante, je retraverse le sable, ô chagrin incommensurable. Accompagné de ma solitude, comme à l'accoutumée, je m'enfonce dans mon silence. Je vous remercie. Merci. Fermir en kabyle, c'est merci. Merci Makhlouf Bouaïch pour ce poème fort et émouvant. Makhlouf Bouaïch était un militant de longue date des causes justes. Il a même fait plusieurs séjours en prison à cause de son combat pour les libertés en Algérie. Et puis donc, il y a notre ami Diego Trelles Paz. Bienvenue Diego Trelles Paz. Toi qui nous viens du Pérou, tu racontes dans ton roman qui vient d'être traduit en langue française une histoire bien péruvienne, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup pour l'invitation du CEJ. Je t'en prie. Ouais, c'est un roman qui s'appelle Bioy, qui parle un peu de l'histoire de mon pays, Pérou. Et c'est des 180 qui parle de l'histoire de la violence politique jusqu'au présent. Et quand ça arrivait, j'étais très très petit, mais c'était une lutte entre le Sentier Lumineux et les militaires. Il y avait 70 000 morts à la fin du conflit. Et après, on avait la dictature de Fujimori. Je ne sais pas si vous savez un peu de l'histoire du Pérou. Et maintenant, on a la violence de narco. Donc, c'est une histoire un peu qui a une enquête policière et qui parle de ça, qui parle de l'histoire de mon pays, qui parle de la mémoire. Très bien, on va y revenir. Et donc, effectivement,
Diego Trelles Paz nous raconte l'Amérique latine, ce continent où l'imagination romanesque est toujours très agréable à parcourir. Et puis donc je passe la parole à mon ami Noufel Bouzboudjal, donc qui va nous raconter ses écritures au pluriel. Noufel. Bonsoir. Écrire pour moi est une manière d'exister, est une manière aussi de partager avec les gens à la fois mes idées, mes émotions, mes folies, mes pensées, et aussi peut-être, à certains degrés, ma vision de mon peuple, ma vision de l'humain en général, dans sa bassesse, mais aussi dans sa subtilité en général. Donc j'essaye aussi de matérialiser ça, tant bien que mal dans certaines langues. J'aime bien explorer les langues, qui m'aident d'ailleurs à pénétrer, si vous voulez, la pensée du peuple qui a cette langue ou de la culture qui parle cette langue. Je crois que c'est très important, parce que souvent il y a toujours des va-et-vient entre les langues, mais on ne pénètre pas si on ne connaît pas la langue. Et quand on écrit aussi, c'est un travail très profond, pas seulement intellectuel, mais aussi très émotionnel. Donc c'est très important de faire ce travail-là. Très bien. Tu écris dans combien de langues, au fait, maintenant, depuis toutes ces années? Je ne sais pas, en fait. J'écris... Tu ne les as pas comptés jusqu'à présent? C'est pas une question de compte ou autre chose, parce que je crois que la langue intérieure, c'est pas une langue qu'on peut matérialiser en français ou en kabyle, même si c'est ma langue maternelle, etc. C'est plus profond que ça, en fait. Ça peut prendre beaucoup de temps. Très bien, très bien. Belle réponse. Farid, alors, c'est quoi le code switching, alors, donc, le sujet de ton livre qui est sorti récemment, donc, en France? Voilà, moi j'ai essayé juste de répondre à une question que presque tout Kabyle pose. Voilà, pourquoi, quand un Kabyle parle, il mélange les trois langues en présence parmi elles. Il y a le français, l'arabe et le Kabyle. J'ai essayé de répondre, de donner le pourquoi et le comment de ce mélange de langues en kabylie. À la fin de cet ouvrage, j'ai donné quelques raisons. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose de mélanger les langues? Très bien, très bien. Et donc, c'est au tour de Anne-Véronique Herter de nous raconter ce roman, Zou. Alors, c'est quoi ce roman, Anne-Véronique Herter? Bonjour, Youssef. Alors, ce roman, c'est l'histoire d'une quête d'identité au sein d'une famille et au sein d'une région. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, au moment de la mort de son père, doit vendre sa maison de famille, et elle se rend compte qu'en vendant cette maison, c'est pas tant des pierres qu'elle vend, mais c'est son histoire, ses traditions et une région qu'elle doit quitter. Et à travers ce roman, je raconte l'histoire d'une femme qui va se retrouver en utilisant des procédés fantaisistes, puisqu'elle va parler avec sa maison, elle va parler avec les fantômes de sa vie, avec les anciens qui sont partis, qui vont la ramener dans son histoire, dans les souvenirs de cet endroit, pour qu'elle puisse le quitter en gardant le meilleur. Et l'idée, c'est de savoir qu'on appartient toujours à une famille, on appartient toujours à un endroit, même si on ne le possède plus. Voilà. Merci. Et cette région, c'est la Bretagne. Hein. Et donc, voilà. Et le roman de Anne-Véronique Herter est là, donc elle pourra le dédicacer dans quelques instants. Claire Barret, alors, Baudelaire, le diable et moi. Bonjour. C'est tout un programme. Hein. Moi, j'aurais bien voulu commencer par un poème aussi. Oui, c'est permis, de Baudelaire. Bien sûr. Comme c'est un des personnages principaux du roman. Et donc, c'est un poème qui est tiré des tableaux parisiens, des Fleurs du Mal, et qui s'appelle « À une passante ». La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse sous le vent balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan,
la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Voilà. Bravo, bravo, merci. Hein. C'est très rare de rencontrer des gens qui apprennent les poèmes aujourd'hui. Bravo, hein, c'est une prouesse. Je crois que je ne les apprends pas, mais à force de les relire, ils s'impriment dans ma mémoire. Bien dit, voilà. Bien dit. Un mot sur le livre. Hein. Donc un mot sur le livre, et ben donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit à Paris et qui se sent assez inadaptée au monde moderne parce qu'elle n'aime que la poésie du 19e siècle et les poètes. Et un jour de désœuvrement où elle se balade, elle rencontre un homme qui l'emmène dans un endroit un peu bizarre, une sorte de cabinet de curiosité. Et là, elle rencontre une sorte de démon qui a le visage d'Oscar Wilde. Et le démon lui propose de vendre son âme, on va dire, de faire un pacte avec le diable, pour pouvoir traverser le temps et le passé et partir à la rencontre des poètes qu'elle aime. Donc, elle accepte. Elle, à travers ce poème, elle se retrouve donc dans cette rue assourdissante, elle rencontre Baudelaire, et elle fait des sortes de rencontres charnelles, plus ou moins décevantes, plus ou moins passionnantes avec les poètes qu'elle aime. Et finalement, ce retour dans le passé lui permet, je crois, d'apprendre à aimer notre monde et le monde moderne. Merci, merci. Je rappelle aussi que son roman, le roman de Claire Paré, est juste à côté, donc elle pourra le dédicacer tout à l'heure. Et donc j'arrive à mon ami Loïc Barguère, qui a écrit plusieurs livres, publiés au Seuil, et le dernier s'appelle « Le cœur des enfants khmers ». Oui, bonjour à tous. Merci Youssef de m'avoir invité. Merci aussi à l'association pour votre accueil. Mon dernier roman, Le cœur des enfants khmers, raconte un voyage encore, puisqu'il y a beaucoup de voyages aujourd'hui, le Pérou, la Bretagne, évidemment la Kabylie. Donc c'est l'histoire de Cambodgiens de France qui retournent au Cambodge longtemps après le génocide. Et c'est un jeune d'une trentaine d'années qui accompagne son jeune frère qui est né en France, qui parle le khmer, mais qui n'est jamais allé au Cambodge. Et c'est finalement une façon de revisiter le passé avec ce frère aîné qui a quitté le Cambodge très, très jeune et qui s'est construit un peu le Cambodge dans la tête. Donc finalement c'est un retour sur le passé, le génocide. Voilà, c'est un petit peu difficile d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire, mais j'ai voulu aussi parler aussi de cette communauté cambodgienne de France dont on parle finalement assez peu, qui est assez discrète et que j'ai la chance de bien connaître. Voilà. Et puis j'en profite aussi pour dire que Youssef Zirem est peut-être un peu modeste, parce que lui aussi il est écrivain, et je pense que ses livres sont présents aussi. Voilà. Merci beaucoup. Ton livre, Loïc, est présent donc ici, et tu pourras le dédicacer. Donc c'est Le cœur des enfants khmers. On va refaire un tour de table, mais dans l'autre sens. Et je vous demanderai donc de dire un mot assez général sur donc, la liberté d'expression, la laïcité, les droits humains. Loïc, à toi la parole. Alors, grand honneur de parler de ce sujet de ces thèmes, plus que jamais d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Eh bien, je pense que dès qu'on écrit, on s'expose. On s'expose déjà à être lu, on s'expose à ne pas être compris. Et je pense que des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont une occasion finalement d'échanger. Et je pense que ce qui compte dans la liberté d'expression, c'est à la fois de s'exprimer et c'est aussi accepter la contradiction du moment qu'il y a du respect dans l'échange. Et je pense, malheureusement, on vit une époque, en tant que journaliste et en tant aussi que spectateur de programmes de télévision, je trouve qu'on manque de respect aujourd'hui, qu'on manque d'écoute, on manque de curiosité, on manque d'empathie. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire sur ce thème de la liberté d'expression. On pourrait en parler pendant 2 ou 3 heures. Oui, mais merci. Oui, c'est un beau prélude à ce sujet fort sympathique au demeurant. Hein. Donc Claire, alors.
Alors oui, concernant la liberté d'expression, moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait même une nécessité d'expression et que pour moi en fait l'idée c'est que tout ce qu'on n'exprime pas va plutôt s'imprimer à l'intérieur et créer des blessures et que en fait le fait d'exprimer les choses est toujours moins violent que de ne pas le faire. Et après je suis d'accord, on se met en effet en péril. Et il y a sans doute une prise de risque à faire ça, mais pour moi elle est totalement nécessaire et elle fait partie de l'être humain. C'est absolument important de s'exprimer dans le respect si possible et dans le dialogue, mais ça reste quelque chose pour moi qui est extrêmement précieux et nécessaire. Mais c'est vrai qu'il faut du courage et que c'est quelque chose qui a du sens et qui a un impact. Ça c'est une évidence. Merci Claire. Anne-Véronique, à ton tour. Alors, il y a beaucoup de liberté dans ce roman qui fait voyager le lecteur. Je crois que la liberté, on la retrouve partout. Et ce que je voudrais dire, ce qui a été déjà dit là, pour moi, vraiment, le point commun entre la laïcité, la liberté d'expression et les droits de l'homme, c'est vraiment le respect. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit là-dessus. Le respect, c'est vraiment une valeur qu'on oublie et qui est essentielle à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on écrit. Qu'on soit la personne qui écrit, la personne qui reçoit, ou la personne qui commente ou qui chronique, quel que soit l'élément jugé, vraiment gardons le respect. Et dans ce que tu disais aussi, c'est complètement vrai, l'écriture nous permet d'exprimer des choses qu'on a au fond de soi, de mettre des mots dessus, permet aussi d'adoucir un message ou une pensée. Donc c'est vraiment important d'avoir la liberté de poser des mots sur ce qu'on ressent et peut-être que ça peut nous aider aussi à les modérer. Voilà, et puis par rapport à Zou, puisque tu me poses la question, Youssef, on est aussi sur une question à la fois le respect et l'attachement à un endroit, un lieu, à une culture et en même temps une quête d'identité. Et on est tous uniques dans notre relation à la laïcité, mais on n'est pas unique dans notre relation au respect. Et c'est vraiment une valeur fondamentale. Voilà. Merci un petit peu décousu, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est très bien dit, c'est très bien dit. Farid va prendre la parole, mais avant cela, je me permettrai de dire que la société kabyle, qui est très ancienne, est fortement laïque et a toujours accepté toutes les croyances. Et je vais vous dire, jusqu'à aujourd'hui, en pays kabyle, on jure par ce mot qui est magique au nom de toutes les croyances. Je mets à l'éman. Parce que nous autres Kabyles, en réalité, nous avons été païens, nous avons été juifs, nous avons été chrétiens avant les Européens, nous sommes devenus musulmans, certains d'entre nous ne croient à rien du tout, et c'est leur droit. Farid. Merci Youssef. Moi je vais juste mettre ensemble les deux idées, les droits de l'homme et la liberté d'expression. Pour moi, c'est lié, on ne peut pas parler des droits de l'homme sans la liberté d'expression. Après, pour un écrivain ou un journaliste, la liberté d'expression, à mon sens, elle doit être sans limite. Et si on parle sur la Kabylie, c'est-à-dire le pays d'origine, c'est l'Algérie pour le moment, ou actuellement, la liberté d'expression, elle est limitée. Là, on peut écrire sur tout, par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. C'est-à-dire un journaliste ou un bon journaliste, parce qu'il y a un journaliste et un journaliste. Un bon journaliste ne peut pas enquêter sur les affaires vraiment dérangeantes. Il ne peut pas aujourd'hui. Là, c'est une liberté un petit peu ou beaucoup de limites. Si on parle après sur la laïcité, comme tu viens de le dire, si on parle sur le monde berbère, avant d'arriver au monde kabyle, sinon la Kabylie, certes, depuis l'époque lointaine, le monde berbère, c'est pas la chose politique et dans la sphère religieuse. Après, il y a des invasions de toutes sortes, des civilisations. Il y a aussi des pressions intérieures dans le monde berbère. C'est les berbères eux-mêmes qui ont fait
de limite cette laïcité. Si je prends l'exemple des deux empires berbères, les Almoravides et les Almohades, c'était eux-mêmes qui ont fait c'est-à-dire ils ont, je ne sais pas lequel verbe exact pour le dire, c'est-à-dire ils vont arrêter cette laïcité. Par contre, sur le monde kabyle ou la Kabylie, jusqu'à récemment, ce n'est pas le cas actuel, je vais nuancer un petit peu. La Kabylie, depuis l'époque qui l'ont annoncée, vivait ou elle vit encore dans cette laïcité. L'imam ne se met jamais dans les affaires politiques du village. Le village dans le monde kabyle, c'est une république, ou une république d'après des éminents sociologues. L'imam ne se met jamais dans les affaires politiques. Par contre, comme tu viens de dire aussi, le mot je mets à l'imam. Voilà, on le dit tout le temps, c'est un serment pour, si on fait en mot à mot, d'abord, c'est un emprunt arabe, avant tout. D'ailleurs, c'est je mets à l'imam, je mets à qui veut dire l'ensemble, rassembler. L'imam, c'est un fond sémitique. Il y a de l'arabe et d'autres langues, d'autres cultures. Par contre, il est réservé, ce serment, il faut le dire aussi, il est réservé uniquement aux hommes, pas aux femmes. Les femmes ne peuvent pas jurer ou faire un serment, je mets à l'imam. En ethno-linguistique, ça s'appelle, c'est un corpus réservé, réservé aux hommes. Il y a des insultes, il y a des serments qui sont réservés aux femmes, les autres qui sont réservés aux hommes. Les uns ne peuvent pas utiliser les autres. Voilà sur le plan de laïcité. Par contre, depuis 1999, avec l'arrivée de Bouteflika, il faut le dire aussi, les choses de nuancer beaucoup sur cette laïcité kabyle. Aujourd'hui, la Kabylie, elle est vraiment infestée par le salafisme. La laïcité de l'époque n'est plus en marche ou en activité, ou je ne sais pas comment le dire exactement. Il y a deux petites raisons. D'abord, la première, on ne vit plus dans le village. Il y a beaucoup de mots, c'est-à-dire les gens sont en ville. L'organisation sociale ou l'organisation politique ou sociale kabyle a complètement changé. Il n'y a pas ça. Deuxièmement, voilà, c'est un fait, c'est-à-dire l'État central a décidé de ne plus avoir cette spécificité kabyle sur le plan religieux, politique, linguistique, etc. Voilà. Merci Farid. Alors, Noufel, ton avis aussi sur toute cette thématique? La laïcité, les droits de la personne laïcité, liberté d'expression, droits humains, hein, c'est tout un programme. Ouais, c'est-à-dire, c'est pour ça j'arriverai pas d'une manière succincte en fait à m'exprimer sur tant de sujets avec. Tu peux choisir un seul sujet si tu veux. Sur le plan par exemple individuel, personnellement, je me sens pas libre d'exprimer mes pensées et mes idées, et certaines aussi de mes volontés dans mes écrits. Par rapport, par exemple, à ma culture, je trouve, par exemple, une facilité d'écrire en certaines langues que je ne trouve pas dans ma propre langue, ma langue maternelle. Je ne peux pas, par exemple, décrire le corps d'une femme d'une manière très profonde ou bien un acte amoureux d'une manière assez, comment dire ça, très osée, etc., que dans une autre langue, par exemple en anglais ou en français, je pourrais le faire. Et ça peut passer parmi mes concitoyens sans aucun problème. Ça, par exemple, c'est un aspect. Il y a d'autres aspects, par exemple, quand j'écris, par exemple, dans ma langue maternelle ou dans les autres langues, je me retrouve en train de me demander que dirait ma mère, que dirait mon père si il lisait ce que je suis en train d'écrire. Donc, ben oui, et je crois que quand on a tout ce...
quand on a même une mosquée, une église, ou un père, une mère, une société, etc., dans nos têtes, je crois qu'on n'est pas libre d'écrire. À ce moment-là, je me souviens de mon premier roman, Espoir déchu. Quand ma mère l'a lu, ma mère peut lire, elle était enseignante, donc elle m'a vraiment choqué par des questionnements sur certaines scènes dans le roman. Elle m'a dit « Pourquoi tu as écrit ça ? C'est contre la religion, etc. etc. Il ne faut pas décrire une scène amoureuse entre... c'était d'ailleurs, je crois, un cas d'inceste, je crois, en Kabylie. Donc, pourquoi tu as fait ça ? Donc, au moment du dialogue, j'ai pu amorcer un dialogue avec ma mère. Donc, au niveau individuel, ça va. Mais après, on se dit, au niveau collectif, comment ça pouvait, par exemple, ça pourrait, par exemple, être reçu. À ce moment-là, on n'a pas une possibilité de dialoguer, etc. Donc, on voit les gens s'exprimer dans leur art, à travers leurs idées, leurs pensées, qui sont morts, qui sont tués, juste parce que d'autres gens veulent qu'ils adaptent ou adoptent leurs pensées à eux, alors qu'on ne peut pas. On ne peut pas, parce que moi, si je suis athée, par exemple, personne ne pourrait venir me dire « Non, il ne faut pas faire ça parce que ma religion me le dit », ou une autre idéologie, n'est-ce pas ? Donc, je ne suis pas cette religion, je ne suis pas de cette religion. Donc il ne faut pas venir me dire d'adopter les valeurs de cette religion pour ne pas pouvoir écrire ou dessiner, etc., ces choses-là. Donc à ce moment-là, la problématique, c'est la problématique du respect, mais il faut qu'on définisse aussi c'est quoi le respect. Il faut définir aussi les valeurs de cette personne et de celle-là, les valeurs de cette société et de l'autre. Donc à ce moment-là, évidemment... la liberté d'expression et les droits de la personne, etc., sont mis en... Merci. Très bien, très bien. Donc, Diego Trelles Paz, qu'est-ce qu'on peut dire de la laïcité au Pérou aujourd'hui, de la laïcité et surtout de la liberté d'expression? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose autour de ces deux thèmes? Oui. Je voulais parler un peu plus, d'une façon plus générale. Oui, vas-y. Je pense que la liberté d'expression, c'est très important. C'est une des libertés politiques, une des premières libertés politiques. Mais je pense aussi qu'il y a une sorte d'hypocrisie. Parce que on voit de l'Amérique latine, on voit que les pays qui parlent de la liberté d'expression, sont les mêmes pays qui ont des corporations qui sont les plus grands espions du monde. On a des moteurs de recherche, on parle de Google, on parle des réseaux sociaux. Et je pense que quelquefois, aux États-Unis et aussi ici à l'Union européenne, quand ils parlent de la liberté d'expression, ils parlent de sa conception de liberté d'expression. Et comme la liberté d'expression, comme la démocratie, comme les droits humains, comme tout ça, affecte ses intérêts, ça change. Donc je suis ouverte, je suis bien sûr, je soutiens la liberté d'expression. Moi, j'étais chrétien quand j'étais petit, parce que j'étais dans un collège de jésuites. Je suis devenu athée. Maintenant, je suis athée. Je pense que je veux mourir athée. Mais en même temps, j'ai tout mon respect pour la personne qui a des croyances différentes. Je suis ici pour partager mon expérience et parce que je pense que la liberté de confronter des différentes idées, c'est l'essence de la démocratie, de la vraie démocratie. À l'Amérique latine, on peut parler de liberté d'expression, mais on vient de voir qu'au Pérou, le gouvernement a ouvert le frontière pour les militaires des États-Unis. C'est bizarre si on pense qu'est-ce qu'il passe maintenant à Venezuela. Donc, ça c'est ma opinion, c'est ça que la liberté d'expression, c'est un concept
que nous les Latino-Américains, que les personnes de la communauté européenne voient de façon différente. C'est ça, merci. Très très bien. Merci beaucoup, donc, Diego Trelespaz. Makhlouf, à ton tour de nous dire quelque chose autour de cette thématique. Hein. Toi qui as payé de ta chair, justement, ce combat pour ces idées, pour ces valeurs. Merci. Je parlerai un petit peu de la liberté. La liberté, pour moi, c'est un concept assez général parce que, comme ça vient d'être dit, la conception qui est faite par un tel ou un tel est différente. Pour moi, la liberté, il faut qu'elle soit totale. Or, dans l'immédiat, pour l'instant, la liberté, même dans les sociétés qui se disent vraiment libres, elle n'y est pas. À partir du moment où il y a soit la religion, soit des lois draconiennes qui interdisent ceci ou cela, il n'y a pas de liberté. Parce que même ici, par exemple en France, on parle de liberté d'expression. Mais dès qu'on touche à certains aspects, soit de la religion, soit d'autres choses, dans un pays laïque, on n'est pas libre, on est censuré, soit un journaliste, son article ne passe pas, soit un livre, l'éditeur demande de supprimer tel ou tel passage, etc. Donc la liberté, même dans ces sociétés-là, il n'y est pas encore. Ce qui veut dire que la liberté reste une lutte perpétuelle. Ce n'est pas fini. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je voulais dire aussi, en parlant de notre cas, nous, c'est flagrant. Par exemple, on n'est pas libre d'être ce que nous sommes. Moi, je n'ai même pas le droit de dire que je suis kabyle et je ne suis pas autre chose. Dans mon pays, je n'ai pas le droit de le dire. Je suis kabyle et je ne suis pas autre chose. Donc, il est où la liberté? Voilà. Il y a beaucoup de chemin à faire, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Oui. C'est une lutte qui n'est pas prête d'être arrêtée. Est-ce que tu qui n'est pas prête de s'arrêter? Ah bah oui, bien sûr, heureusement. Hein. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton combat auprès des femmes? Tu es connu et reconnu pour essayer de faire bouger les choses, y compris en Kabylie, où il reste des pesanteurs, justement, dans un pays autoritaire. Ben oui, il reste des pesanteurs. Quant à mon combat, en Algérie, il n'a pas été vraiment fructueux, puisque ça s'arrêtait à des marches, ça s'arrêtait à des slogans, ça s'arrêtait... Par contre, depuis que je suis en France, j'ai été sur le terrain, c'est-à-dire on a aidé des femmes, mais en Algérie, non, en Algérie. Quand je dis en Algérie, parce que ce n'était pas qu'en Kabylie, moi je n'ai pas habité qu'en Kabylie, c'est pour ça. En Kabylie, je crois que c'est pire. D'accord, Makhlouf, merci. Béatrice Sougrati Aoun, alors la même question à propos de la même thématique. Alors, liberté d'expression, droits de l'homme, laïcité, c'est un très 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 vaste débat. Alors moi je dirais d'abord que pour moi ces trois thèmes-là sont tout simplement la liberté d'être, voilà. Et contrairement à mon voisin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, ce sont des valeurs que globalement, moi je trouve ici en France, pour avoir un peu voyagé, je trouve que globalement, il y a quelques ajustements à faire bien évidemment, c'est un perpétuel combat, c'est vrai, notamment pour les droits de la femme. Je ne développerai pas ici, j'ai écrit à ce propos, je pourrais lire si vous voulez, quelques textes, un texte. Mais globalement, je ne suis pas mécontente de cette liberté que nous avons ici, honnêtement. Très bien, mais merci beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce qu'il y aura la séance de dédicace, mais je donne encore une nouvelle fois la parole à mes amis pour qu'ils disent un peu le mot de la fin ou bien quelque chose que j'ai oublié. Voilà. Loïc. Écoutez, pour conclure, peut-être, je ne sais pas s'il va y avoir un échange avec les gens qui sont venus à notre rencontre. En tout cas, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai pu échanger avec certains d'entre vous aussi avant cette rencontre, et y compris là, quand j'écoute nos amis qui sont à la tribune, c'est vrai que la question de la liberté des Kabyles en Algérie, c'est une question finalement qui est toujours d'actualité. Je crois que c'était le printemps berbère il n'y a pas très longtemps. Donc effectivement, je suis content d'apprendre aussi
C'est l'une des raisons. Je ne suis pas venu seulement pour donner mon opinion, mais aussi écouter ce qui vient d'être dit. Et je suis sensible au fait de partager une tribune avec quelqu'un qui a payé de sa liberté ses idées et son combat. Donc voilà, je trouve qu'effectivement, comme ma voisine réunionnaise, que nous avons beaucoup de chance en France d'être libre, même si c'est un combat de tous les jours. Il ne faut pas oublier que le 7 janvier, le 8 et le 9, des gens sont morts pour avoir fait des dessins ou tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, ça s'est passé en France. Et je crois que ce combat, en fait, il est totalement universel. Et je pense que les Algériens connaissent malheureusement ce combat-là depuis très longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Claire, la même chose. Oui, merci. En effet, c'était très, très intéressant de vous écouter tous. Et comme vous disiez tout à l'heure, monsieur, voilà. Moi, j'ai la même impression, c'est-à-dire que quand j'écris, même si en effet on est dans un pays où on a cette liberté-là, je suis obligée, moi, de museler ma mère, d'enfermer mon père dans un placard, d'oublier l'éducation que j'ai reçue, d'oublier l'éducation religieuse aussi que j'ai reçue, et de me dire tout ça, finalement, ça n'est pas moi exactement, et surtout j'ai le droit de m'exprimer malgré tout ça. Et c'est vrai que c'est aussi un combat qu'il faut mener face à ces fantômes, on va dire. Les fantômes qui nous regardent de haut. Très bien dit, merci Claire. Anne-Véronique. Oui, pour rebondir sur ce que dit Claire, c'est aussi effectivement la liberté d'expression, la liberté qu'on va se laisser à soi-même de s'exprimer et oser avant tout pour soi, pour pouvoir partager avec les autres. Je voudrais remercier tout le monde parce que je pense que j'ai appris beaucoup plus de tout ce que chacun d'entre vous a pu dire aujourd'hui par rapport à ce que moi j'ai pu apporter. En revanche, ce qui est certain, c'est que la liberté d'expression, la laïcité et toute la diversité, on l'a vraiment réunie autour de cette table, de par nos horizons, nos régions et ce qu'on a à dire. Et rien que ça, c'est formidable. Donc, merci. Merci à toi d'être venue, Anne-Véronique. Farid, alors, la même chose. Un dernier mot ou bien quelque chose qu'on a oublié. Merci Youssef. Voilà. Oui, j'ai oublié tout à l'heure un petit mot de dire que pas tout le monde berbère qui vit dans la laïcité. J'ai oublié de dire que la communauté berbère mozabite n'ont jamais vécu dans cette laïcité, et les berbères de Jebel Nefoussa, c'est-à-dire la Libye actuelle, et les berbères de la sud de la Tunisie. Voilà. Exception faite. Voilà. Sur la liberté d'expression, ici en France, pour moi, je me sens libre. Je peux dire tout ce que je veux dire, voilà. En Algérie, c'est une petite anecdote. Il y a, je pense, entre 8 jours et 10 jours de cela, une petite émission de télévision hebdomadaire. J'ai oublié le titre, le nom de cette émission, voilà. Il y a un livre qui est sorti ici en France, qui s'appelle La France-Algérie, Confession intime ou Paris-Alger, ou un truc comme ça. Il y a l'un des journalistes a cité les biens des dignitaires algériens ici en France. Voilà. Immédiatement, le lendemain, le Premier ministre algérien a passé un coup de téléphone et l'émission est arrêtée. Voilà, la liberté d'expression en Algérie. Elle est faite ainsi. Et merci. Nous fait aussi un mot de clôture ou bien quelque chose que tu veux dire. Le débat continue, je crois. Merci à vous d'être là et merci à l'association. Diego, alors. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très, très content d'être ici. Je vais dire une seule phrase que j'ai déjà dit au Pérou, à la télé. Et c'est que je pense que la pauvreté, l'inégalité. Vous m'entendez? Oui, je veux dire une phrase que j'ai dit aussi au Pérou. Et c'est une chose que je pense, que la pauvreté, l'inégalité et l'exclusion sont aussi des formes de violence. Il ne faut pas oublier ça. Merci.
Très bien dit, merci, et c'est très juste. Mkhlouf. Oui, moi c'est juste pour vous dire merci. Merci de m'avoir invité d'abord. J'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant tous, comme quelqu'un l'a dit avant moi. Je reviens juste sur un point que j'ai dit tout à l'heure, en parlant de liberté en France. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de liberté en France, c'est relatif. J'ai dit qu'il n'y avait pas de liberté totale. Parce que si on compare à mon pays d'origine, évidemment, c'est la liberté totale ici. Mais moi je trouve que non. Des éditeurs m'ont demandé d'enlever des passages, donc je sens que je ne suis pas libre même ici. Merci. Merci Mkhlouf. Alors Béatrice aussi. Alors je réponds, donc moi je me sens totalement libre et dans mon petit recueil qui s'intitule Nuances, j'ai des textes extrêmement osés, tout n'est pas sur la Réunion, il y a des choses, c'est pas pornographique, mais c'est assez osé et je n'ai aucun souci avec ça. Merci. Merci beaucoup Béatrice. À mon tour de remercier donc tous les écrivains qui sont réunis avec moi et je remercie aussi l'assistance pour son écoute. Malheureusement, on n'a pas le temps pour engager un échange, un débat. Et donc, j'invite les écrivains à signer leurs livres. Et je vous dis, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous tous. Au revoir.